j'ai travaillé sur beaucoup de dossiers sur la cyberpédophilie, de comprendre l'attirance de certains pédophiles. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de détruire et de faire du mal autour de soi? Tous les criminels ne sont pas totalement mauvais, ça libère beaucoup de pulsionalité. Donc on est soumis à des instincts. La toute première affaire sur laquelle je suis arrivée était déjà un tueur en série. Ça m'a rassurée sur ma capacité à encaisser des choses comme ça. J'ai, dans ma carrière, autant été touchée par les victimes que par les auteurs. C'est bien plus complexe. Arrête l'identification et la projection. Elle a passé 18 ans à plonger dans l'esprit des criminels, à analyser l'impensable, comprendre la violence et éclaircir les zones les plus sombres de l'âme humaine. Psychocriminologue qui a travaillé au sein de la police, elle s'appelle Emma Oliveira et elle est avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans Inspirel. À 18 ans, tu rêves d'être profiler après avoir vu Le Silence des agneaux. Qu'est-ce qui t'intéresse autant dans l'esprit des criminels? C'est un peu cliché quand même aujourd'hui d'être psychocriminologue et ton film préféré c'est Le Silence des agneaux, ou alors c'est une bonne nouvelle parce que t'es vraiment passionné par ça. Qu'est-ce qui te passe par l'esprit? À 18 ans, Ouais, à 18 ans, je sais déjà que je veux devenir psychologue. d'accord. Parce que j'aime régler les conflits, les interactions avec les gens de l'école ou même au sein de ma famille m'intriguent énormément. Et c'est vrai que quand je découvre Le Silence des agneaux, je découvre une facette de l'humanité qui est celui du criminel, qui me questionne beaucoup. C'est-à-dire que, essayant en tout cas ado, mais encore adulte, de faire le bien autour de moi, de rendre les gens heureux, je ne comprends pas qu'on puisse guider sa vie à détruire et à faire du mal, et en plus à prendre plaisir à ça. Donc c'est un vrai choc, cette découverte de ce film et de Anthony Hopkins dans le rôle d'Hannibal Lecter. Et voilà, et ça m'ouvre sur cette question qui n'a eu de cesse de m'habiter d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de détruire et de faire du mal autour de soi? Déjà, t'as trouvé une réponse à cette question ou pas? C'est bien plus complexe. C'est bien plus complexe et c'est souvent multifactoriel et c'est un ensemble de trajectoires de vie qu'on appelle la trajectoire balistique qui amène à un moment donné un individu à passer à l'acte. Ouais. Ok, bon, on y reviendra un peu plus tard sur comment est-ce qu'on en arrive à passer à l'acte. Est-ce qu'il y a eu un moment clé? Est-ce que c'est vraiment en voyant ce film ou est-ce qu'il y a eu d'autres moments où tu t'es dit, ok, cette facette de l'esprit humain, c'est ça que je veux comprendre? Il y a eu Le Silence des agneaux et derrière, j'ai beaucoup lu sur les criminels. C'était l'époque de Stéphane Bourgoin. Donc il y avait beaucoup de livres qui sortaient sur la biographie des tueurs en série et c'est vrai que je les ai dévorés. Mais il n'est pas le seul, hein. Il y a eu d'autres livres qui sont sortis et ça m'a confortée dans cette idée d'essayer de comprendre de ce qui pouvait animer l'humanité. Et je me souviens aussi à l'école quand on avait des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, et tout, ça se rejoint quelque part. Même si ça reste des crimes d'État, il y a quand même cette recherche d'aller faire souffrir l'autre, de le tuer, de le détruire, de l'objectaliser. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui m'a conduite à vouloir me diriger vers ce métier particulier. Et à ce moment-là, est-ce que, je sais pas, les gens à l'école, ils te regardaient pas un peu bizarrement en se disant, oula, c'est celle qui est intéressée par les trucs sombres, par le crime? Mes amis, pas tant, mais les profs, ouais, devaient se poser des questions. Eux devaient être plus inquiets, disaient, ça va être Hannibal Lecter en puissance. Exactement. Et puis surtout, on essayait de me décourager en me disant que ça n'existait pas en France. Et ce qu'on a continué de me dire à la fac de psycho. Ah oui, alors ça, du coup, c'est très intéressant parce que tu as un métier, donc psychocriminologue, Mhm. qui, à la base, est un métier qui est pas ou très peu pratiqué en France, contrairement probablement à d'autres pays comme les États-Unis, Les j'imagine. États-Unis, le Canada, la Belgique. Déjà, c'est quoi le métier de psychocriminologue et pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas en France alors qu'il y en avait ailleurs? Alors, le métier de psychocriminologue, notamment dans les forces de l'ordre, puisqu'on peut exercer cette discipline ailleurs, c'est de faire de l'aide à l'enquête, ce qu'on appelle un peu dans les médias ou d'ailleurs outre-mer, être profiler. Mais dans la psychocriminologie, il y a psycho. Et donc, l'avantage, en tout cas, nous, ici en France, c'est qu'on y ajoute de la psychologie clinique, psychopathologie aussi, donc une compréhension des déviances de l'être humain. Donc tu te sers en fait des théories de la psychologie. Exactement. Et par exemple, je sais pas, moi quand j'entends parler de théorie psychologique, j'entends Freud, j'entends toutes ces choses-là. Freud a écrit par exemple sur la criminalité? Il a un peu écrit sur les déviances
donc a fortiori sur la violence, l'agressivité, et donc le passage à l'acte quelque part, mais lui était quand même très concentré, en tout cas une partie, sur le développement de l'enfant, le complexe d'Oedipe, toutes ces choses-là. Parce que la psychanalyse, c'est ce retour un peu sur l'anamnèse, et notamment l'enfance, qui est intéressante et qu'on travaille. C'est quoi, anamnèse? C'est l'histoire de vie, D'accord. l'anamnèse. Donc on se sert de la compréhension du développement de l'humain et de tout ce qui peut aller en dehors dans le pathos, la pathologie, mais aussi des théories de la criminologie et de la victimologie, puisque la psychocriminologie s'intéresse à ces deux facettes, auteur-victime. Pourquoi est-ce que ça n'existait pas ou peu en France comme métier? Longtemps déjà, en France, on a considéré qu'on n'était pas touché par le phénomène des tueurs en série. Et le profiler, il est quand même là pour des affaires très particulières que sont notamment la serialité, mais aussi des passages à l'acte complexes qui ne sont pas résolvables facilement. D'accord. Donc c'est pas juste simplement un crime passionnel ou Qui généralement est résolu assez rapidement, quand c'est des crimes familiaux, féminicides et autres, et donc il n'y a pas besoin de faire appel à un profiler pour comprendre ce qui s'est passé. Ou alors dans l'après-coup, pour la prévention de la récidive ou ce genre de choses. Donc on pensait ne pas être touché par ce phénomène. Et dans les années 90-2000, on a quand même eu des tueurs en série qui ont été médiatisés. Je pense à Fourniret, Émile Louis, Guy Georges, tous ces grands noms français maintenant dans la criminalité. Et donc on s'est rendu compte que si, on était aussi touché par ça, et pour les traquer, pour les comprendre, il y avait potentiellement besoin d'une aide extérieure. Et la psychocriminologie en fait partie. Et parce que les crimes en série, ça n'existait pas avant les années 70, probablement que si, Je pense que ça a toujours existé. Le problème, c'est que les polices étaient très cloisonnées. Il n'y avait pas encore tout ce qui était informatique d'aujourd'hui. Et donc, ça ne communiquait pas. Ce qui a posé problème pour l'affaire Guy Georges, notamment. Et très certainement Fourniret, dans une certaine mesure. Donc, il n'y avait pas d'informations qui circulaient entre les régions. Des fois, ça ne circule même pas dans un service. Et je pense qu'à l'image des États-Unis, on est très certainement touché par aussi une sérialité européenne qu'on n'a pas. Ah oui, sérialité. Européenne. On sait qu'il y a des tueurs en série qui ont navigué entre la Belgique, la France, Luxembourg, qui sont interfrontières. Dans tes études, assez rapidement, tu t'intéresses à des sujets assez tabous, notamment l'inceste maternel, la violence féminine. C'était quoi la réaction de tes professeurs d'université par rapport à ça? C'était pas toujours la bienvenue. J'étais dans une fac Jussieu qui était très psychanalytique à l'époque. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Ça veut dire quoi qu'elle était très psychanalytique? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'intéressait à Freud, à Mélanie Klein, donc vraiment à Lacan. Très dans la théorie de la psychanalyse. C'est ça, voilà. Après, à côté, on avait les tests projectifs. Donc, la majorité des élèves faisaient, je ne sais pas moi, des mémoires sur le nom du père, être psychologue dans l'institution, sur la folie de façon générale. Et très peu sur le crime, effectivement, sur le passage à l'acte criminel. J'avais une ou deux profs quand même qui s'y intéressaient. Et moi, ça me passionnait déjà. Une grande partie de mes lectures étaient là-dessus. Et l'idée d'un mémoire, c'est quand même de réfléchir à un sujet, à une problématique. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les tabous parce qu'il y a peu de choses dessus. Et donc, il faut réfléchir et construire la théorie. Parce que si c'est pour faire un résumé de ce qu'on retrouve dans 15 livres, ça n'a peu d'intérêt. Donc toi, c'est vraiment ça qui t'a poussé à aller sur ce sujet où personne n'allait, c'est cette curiosité de vouloir L'inceste comprendre. maternel, il n'y a quasi rien qui existe dessus, et encore aujourd'hui. Parce que c'est un phénomène quand même à part, mais qui existe. Et qui est très peu dénoncé surtout. Ah oui? Parce qu'il y a très peu de victimes qui osent dénoncer leur mère. Et celles qui le font ne sont pas toujours entendues à leur juste mesure, oui. Parce qu'on leur dit quoi quand ils parlent de ça? Soit qu'elles se trompent, qu'elles ont pris des soins maternels pour de l'inceste, soit qu'elles ont transformé leurs souvenirs pour protéger l'amour qu'elles portent pour leur père, leur oncle ou je ne sais pas, ce genre de choses. Il y a une difficulté, même dans les institutions de soins, d'entendre qu'une mère peut passer à l'acte incestuel. Ouais. Qu'est-ce qui choque autant par rapport à ce qui concerne la violence féminine? Pourquoi est-ce que c'est un sujet tabou? C'est qu'on n'imagine pas une femme faire du mal à qui que ce soit? Déjà, par définition, on pense la femme vulnérable. Alors, elle l'est un peu plus physiquement que l'homme, de façon générale, mais elle a surtout des qualités qui doivent être dans l'esprit collectif. La douceur, la tendresse, prendre soin des autres, bien sûr la maternité,
tout ça, ça ne va pas avec la violence ni l'agressivité. Et c'est ça qui choque dans l'imaginaire collectif et qui fait que c'est un sujet dont on parle peu. Exactement, c'est un sujet dont on parle peu et on a bien plus à dire aujourd'hui sur la violence masculine, qui est reconnue, qui est déjà étudiée depuis très longtemps. La masculinité et ce besoin territorial de faire la guerre, etc., la rivalité masculine, sauf que c'est des choses qu'on va retrouver du point de vue féminin, mais avec des mobiles différents, souvent. D'accord. C'est quoi la différence de mobile? Quand on voit des passages à l'acte féminin, on est là aussi des fois sur des sentiments amoureux, bafoués, de la jalousie. Généralement, la femme, elle a une violence qui est auto-agressive, Ça veut dire quoi? qu'elle se fait du mal à elle-même quand elle est en souffrance. Mais certaines femmes vont aussi l'extérioriser, être dans l'hétéro-agressivité, et dans ce cas-là, on peut se retrouver avec des meurtres de conjoints, de la même façon, avec un passage à l'acte qui est souvent différent. On parle des empoisonneuses, parce que c'est quand même plus difficile pour une femme d'aller étrangler son mari, souvent. Ouais. Donc elles ont des moyens détournés pour y arriver, des violences plus psychologiques et plus froides. Est-ce que, on peut dire, je sais pas, est-ce que les criminelles féminines ou celles qui commettent ce genre d'actes le font de façon plus intelligente? Est-ce que c'est un terme qui est employable plutôt que d'utiliser de la violence brute? On va dire qu'elles ont plus de sang-froid dans la préparation. Ah ouais? Souvent, encore une fois, l'explosion physique, la violence physique, c'est plus compliqué pour une femme. Et d'ailleurs, d'un point de vue très physiologique, elle est moins portée là-dessus au niveau des hormones. On sait qu'aujourd'hui, la testostérone, c'est ce qui fait aussi qu'il y a cette rivalité, ce besoin de combattre, cette agressivité, cette violence qui est plus importante. La femme a aussi de la testostérone, mais à un niveau beaucoup plus bas que l'homme. Donc, lorsqu'elle prend cette décision d'agir et de passer à l'acte violemment, elle le fait de manière très intellectualisée en amont. D'accord. Ah oui, donc là où un homme, ça peut être Impulsif. voilà, exactement, impulsif. Généralement, une femme, ça va être beaucoup plus réfléchi en amont. Attention, on parle de généralité. Il y a Ouais. quand même des femmes qui passent à l'acte de De façon façon très impulsive, impulsive. T'en as Euh, déjà rencontré? Alors, on va le retrouver notamment dans tout ce qui est infanticide, par exemple. Et là, on est soumis, que ce soit homme ou femme, à ce même débordement émotionnel, cette intolérance à la frustration, cette difficulté à réguler l'émotion qui nous fait passer à l'acte. Donc pour revenir un petit peu sur ton parcours, imaginons qu'une jeune femme regarde aujourd'hui cette émission et se dise « Ah tiens, c'est le métier que j'aimerais faire ou je suis intéressée ». Qu'est-ce qu'il faut suivre comme étude pour y arriver? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le titre de psychocriminologue n'existe pas, n'est pas reconnu en Tu France. as inventé un métier. C'est une fonction occupée. D'accord. En tout cas, dans la police, c'est la fonction que j'ai occupée. Mais avant tout, il m'a fallu avoir un Master 2 en psychologie clinique, être psychologue. D'accord. Donc on fait d'abord une licence de psychologie à l'université. Master 2. Un Master 2. C'est le seul diplôme qui permet d'être psychologue. Si on s'arrête à la licence, on n'est pas psychologue. Donc on a commence une par licence une licence, de psycho. mais ensuite on fait un Master 2 de psycho. Voilà. Est-ce qu'il y a Après, une spécialisation particulière pour... alors c'est là où j'allais venir aujourd'hui. On voit beaucoup de Master 2 qui se spécialisent en psychocriminologie, criminologie, etc. Moi, je pense qu'un parcours classique de psychologie clinique et pathologie, psychopathologie, c'est vraiment essentiel. Parce qu'avant tout, on va travailler sur la compréhension de l'humain et de ses déviances, avec les troubles comportementaux, etc. Et dans un second temps, il faut se spécialiser en psychocriminologie pour avoir des connaissances en droit pénal, puisqu'on travaille avec la justice, en psychiatrie criminelle, mais aussi peut-être un peu de médecine légale, police technique et scientifique. C'est un ensemble de connaissances qu'on doit avoir, qui font du psychologue un psychocriminologue, c'est cette spécialisation. Mais quand on va dans les DU ou dans les écoles privées, comme le S3P, on se spécialise. Et donc, on peut être enquêteur, on peut être éducateur spécialisé, on peut être magistrat spécialisé en psychocriminologie, ce qui peut aider aussi dans le métier. On a des journalistes aussi, des fois, qui se spécialisent là-dedans. Donc, si en tout cas, on veut occuper le poste que moi, j'ai occupé pendant 18 ans, un Master 2 en psychologie clinique et une spécialisation, soit en DU, soit en école privée. Donc toi, tu sors de ces études-là, donc tu as fait le Master 2. Après le Master 2, tu as fait une spécialisation en même temps. supplémentaire. Moi, j'ai fait un double cursus. Ok, parce que tu voulais pas perdre de temps ou pourquoi? Parce qu'à l'époque, la spécialisation que j'avais trouvée, elle durait 3 ans et que j'avais déjà 25 ans.
Tu t'es dit, si je dois, à ce Donc, rythme-là, je vais finir c'est médecin ça, à 31 exactement. ans. Donc oui, j'ai fait mon Master 2 et ma spécialisation dans une école qui a fermé depuis, mais c'était 3 ans de spécialisation en analyse comportementale en même temps, donc c'était un peu lourd, plus le petit boulot d'étudiante pour se payer son cinéma, ses restos, ses vacances. Mais je vivais chez papa-maman encore. Et après, quand j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire que j'ai été diplômée, j'ai eu mon double diplôme. Je suis restée 1 an et demi à chercher du travail, à envoyer lettre sur lettre de motivation sans aucune réponse. Tu puisqu'on cherchais est, quoi comme travail directement dans la police? Alors, il n'y avait pas de poste qui existait encore. J'essayais, globalement, quand on sort, on essaye de prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. La seule chose là où j'ai eu du mal à envoyer ma candidature, c'était dans les services gériatriques, parce que j'avais fait un stage et que je l'avais extrêmement mal vécu. Est-ce que tu peux expliquer déjà un petit peu aux gens ce que c'est la gériatrie? Oui, c'est les personnes âgées. Donc j'avais fait un stage dans une maison de retraite, enfin un EHPAD, et ça m'avait bouleversée parce que je me sentais impuissante, je ne savais pas comment les étaient, j'étais extrêmement touchée par leur souffrance, leur peine, enfin ça a été destructeur pour moi. Et je me suis toujours dit, il ne faut pas que je travaille là-dedans parce que je n'arriverai pas à garder du recul. Donc quand on n'a pas de recul, on n'est pas un bon professionnel non plus, ce n'était pas que me protéger moi. Ouais, on en reviendra à ça aussi, de l'impact que peut avoir ce type de métier. Et je pense qu'il faut avoir les épaules, être bien préparé pour ça. 1 an et demi après avoir Je cherché cherche du du travail, travail, je n'ai rien. tu n'as rien. Et Et après, qu'est-ce un qui jour- se passe? Hop, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Non, mais j'aurais adoré. Non, à la NPE, il y a une publication pour 6 postes, des ouvertures de postes dans les commissariats suite à l'annonce de Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, de faire rentrer des psychologues dans la police pour la prise en charge de victimes. Il y a toujours eu des psys dans la police, mais ils étaient là soit pour les policiers, soit pour les aider dans la formation. Parce que c'est vrai que souvent on entend aujourd'hui dans les nouvelles, aux informations, que quand il y a des victimes, elles sont prises en charge par une cellule psychologique, justement. Ça n'existait pas auparavant, ça. Alors, il y avait l'INAVEM, qui est l'Institut national d'aide aux victimes, qui avait une permanence d'une demi-journée par semaine. D'accord. Quand on voit sur le 93, là où j'ai travaillé, le nombre de victimes qu'il y a, c'est très léger. Après, là, ce dont vous parlez pour les prises en charge d'urgence, c'est les CUMP. Et donc là, c'est des cellules qui sont détachées exprès pour faire des débriefings suite à un attentat, un incendie, une explosion, enfin des choses qui concernent plusieurs personnes. Tu finis par rentrer dans la police. Exactement. J'imagine qu'il n'y avait pas que toi qui voulais postuler. Sur ces 6 premiers postes, on était 1000 à candidater. Ah ouais! Moi, je suis arrivée 2e sur le poste de Nancy. Et du coup, après, il y a eu une nouvelle vague. Donc, j'ai été repérée quand même pendant mon jury par Florent Gatterias, qui est devenu un ami, un collègue avec qui j'avais écrit mon livre. Et il m'a pris en tant que vacataire. Donc, c'est des petites missions qu'on fait. Et ensuite, ils ont réouvert 12 postes en région parisienne, et notamment sur le 93. Et là, j'ai postulé. Et pour le coup, je suis arrivée sur 2 postes. Il a fallu choisir entre Évry ou Bobigny. Et tu as choisi. Bobigny. Qu'est-ce qui t'a justement le plus choqué entre, je sais pas, le mythe et la réalité du terrain quand tu es arrivé en Seine-Saint-Denis dans la police? Je suis arrivée, alors là, pas pour faire de la crimino, mais de la victimologie. Je suis arrivée dans un service de police. Il y avait une très grande différence entre ce qu'on voit dans la télé, notamment beaucoup de séries, c'est la police américaine. Donc il y a quand même une grande différence d'un point de vue des locaux, de toute l'ambiance. Bon, il a fallu que je fasse ma place, c'est-à-dire qu'il y avait une psy qui arrivait à temps plein, tout le monde se méfie un petit peu, elle est là pourquoi? Elle va nous analyser. Oui, exactement. Ah Il y ouais, avait vraiment, les gens se disaient... Ouais. Un peu l'œil de Moscou, on se demandait si j'étais vraiment là pour les victimes ou pour les surveiller. Donc il y a eu un temps d'adaptation pas forcément évident et surtout que j'avais 5 commissariats en charge. Donc il a fallu que je multiplie ça 5 fois. Et puis c'était des nouveaux postes, il y avait tout à faire. Donc on a été utilisé au début un peu pour tout et n'importe quoi. Traiter les urgences, elle est où la psy? On va demander à la psy. Donc il a fallu cadrer un petit peu tout ça. Et ça, je l'ai fait pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait la même chose à la PJ de Paris, à la 3e DPJ. Donc c'est la police judiciaire. Exactement. Pas tous les acronymes. Pardon. La 3e, en fait, Paris est divisé en 3. Et je m'occupais toute la rive gauche.
Et j'ai été un peu déçue, parce que là aussi, c'était une création de poste. Il n'y avait pas eu de psy pour les victimes avant. Et il n'y avait pas ce réflexe des policiers de toujours orienter les victimes. Et on a une population qui est un peu plus aisée que celle que j'avais sur le 93, donc beaucoup faisaient le choix d'aller faire un suivi en libéral quand il leur arrivait quelque chose. Donc j'ai eu tendance à pas mal m'ennuyer par rapport au 93 où on n'avait pas le temps de s'ennuyer, qui était d'un point de vue rythme très 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 lourd. T'as une anecdote, alors, faut que j'essaie de comprendre la logique dans tout ça. Ta première fois dans une morgue, Ouais. est-ce que tu peux me raconter s'il te plaît? Bah, comme je disais, au niveau de la police, la petite psy qui arrive là, Ouais, la toute nouvelle, on sait pas trop ce qu'elle fait qui là. était pourtant pas très sûre d'elle, qui essayait de se faire un peu toute petite, on aimait bien la mettre à mal dans certaines situations. Et ça m'est arrivé notamment au début d'accompagner beaucoup les collègues sur le terrain pour voir un petit peu comment ça se passe. Et il faut savoir qu'à la morgue, à chaque fois qu'il y a une déclaration de décès, il y a un officier de police judiciaire qui doit venir sceller le cercueil, enfin le corps, et dire que cette personne est bien morte. Et là, en l'occurrence, on est allé voir donc le médecin légiste qui venait de faire l'autopsie. Mon collègue lui a dit que c'était ma première fois, etc. Et donc, il a voulu faire de l'humour. Et à un moment donné, il est parti dans la chambre froide. Et quand il est revenu, il m'a lancé un truc qui a atterri dans mes mains. Je me suis demandé ce que c'était. C'était un bout de plastique. J'ai compris qu'il était rempli de sang. Et du coup, quand je regarde un petit peu comme ça, genre qu'est-ce que c'est? Il me dit « Ah, bah c'est un mollet. On vient de l'amputer, au moins lui, on sait qu'il va plus courir, quoi. » J'ai ni rigolé, ni rien fait. Donc là, t'as le truc dans les J'ai un mains, mollet. t'as un mollet dans les mains, avec un sac plastique. Avec un sac plastique, voilà. Et ben, de l'humour de médecin légiste, voilà. faut les suivre, hein. Waouh. Faut les suivre. J'en parle un moment dans mon livre de cette première fois, parce que on va discuter au moins une demi-heure ou 3/4 d'heure avec lui, enfin mon collègue surtout. Ils vont parler couscous, ils vont parler de souvenirs en commun. Et il y a un cadavre devant nous d'une grand-mère qui est là, qui vient de mourir à la maison de retraite à côté, qui est entièrement nue. Et pour moi, c'est complètement lunaire ce qui se passe. Et c'est une des premières fois que je suis à côté de quelqu'un de mort, en plus, parce que dans ma vie, j'ai eu la chance de ne pas en avoir encore à cette période-là. Et voilà, c'est cette mise à distance, en tout cas, qu'eux arrivaient à faire et que moi, je n'étais pas encore prête à faire, une sorte de banalisation de la mort qui est assez folle au début quand on commence. Et c'est quelque chose auquel, manifestement, certaines personnes arrivent à s'habituer, non? Ah bah, le médecin légiste, il en est bien obligé, Oui, parce ouais. que sinon, je pense qu'il Ouais, n'arriverait il pas va à y faire avoir ce un qu'il doit problème. faire. Mais les policiers aussi, ils sont quand même beaucoup confrontés à des scènes de crime, à des cadavres, des accidents. Moi, par exemple, quand vous avez un suicidé sur les voies, généralement, la police doit aller sur place, vérifier ce qui se passe et tout. Moi, j'y ai échappé. Une fois, on m'a dépêché pour y aller. A priori, le gars s'était fait couper en deux par le train. Et donc, il y avait quelqu'un sur la voie, là où c'est couvert, qui s'était pris les jambes et ça l'avait assommé. Et donc, il fallait que j'aille sur place pour la débriefer et la soutenir. Sauf que le temps que j'arrive, elle avait été transférée à l'hôpital. Donc je ne suis pas passée par la case scène de suicide, là. Est-ce qu'il y a un moment particulier, je pense que ces moments-là ont dû quand même te marquer, mais est-ce qu'il y a eu un événement où tu t'es dit « Ok, ce métier va me marquer à vie » ? Pour les victimes, non, parce que j'étais vraiment dans une place de psy, et c'est ce qu'on nous a appris à la fac, avec des cas effectivement très graves, puisque là on parle de braquage, de viol, de tentative d'homicide, de plein de choses, alors qu'à la fac on va parler séparation, enfin d'autres choses plus communes de la vie de tout le monde. Par contre, quand j'ai commencé à l'Office central de la répression des personnes en tant que psychocriminologue pour faire de l'aide à l'enquête, la toute première affaire sur laquelle je suis arrivée était déjà un tueur en série. Et j'ai aussi travaillé... Tu étais mise dans le bain direct. Ouais, et j'ai aussi travaillé sur l'affaire Mera, qui venait de se clôturer quand je suis arrivée. L'idée, c'était d'essayer de comprendre ce cheminement de Mohamed Mera. Et donc, j'ai dû regarder, on ne m'a pas obligée, mais j'ai voulu le faire, j'ai dû regarder les vidéos qui avaient été tournées avec sa GoPro. Et ça m'a mis dans le bain tout de suite, en fait. Ça m'a rassurée sur ma capacité à encaisser des choses comme ça, ultra violentes. Mais ça m'a fait aussi comprendre que ça m'intéressait, que j'étais faite pour ça et que j'avais quelque chose potentiellement à apporter. Donc pour rappel, Mohamed Mera est l'auteur des attentats en 2012 à Toulouse et Montauban. Et tout le monde n'a pas les épaules pour ça. Non. Alors ça ne veut pas dire que je suis insensible. Et justement, j'ai une sensibilité qui est très importante parce que j'ai, dans ma carrière, autant été touchée par les victimes que par les auteurs.
Et ça, c'est pas toujours entendable. Ouais, comment est-ce qu'on peut être autant touché par les victimes que par les auteurs? Parce que c'est 2 vies détruites d'un côté comme de l'autre. Ces auteurs, ils ont souvent un parcours de vie, pas toujours de la maltraitance, mais des fois des troubles comportementaux. Enfin, il y a une détresse que j'ai réussi à percevoir chez chacun d'entre eux. À part certaines pathologies comme la psychopathie ou la perversion qui fait que cette détresse, elle est enfouie et qu'on ne l'aperçoit pas. Du coup, tu as pu avoir des entretiens avec des terroristes? Alors le terrorisme, non, j'ai fait on a fait une grosse étude dessus pour essayer de comprendre les profils types de terroristes français, mais j'en ai pas rencontré directement, non. Parce qu'effectivement, il y a parfois des choses où, par exemple, dans le cas du terrorisme, on a l'air de se dire que c'est quelque chose qui est choisi. Alors, il y a toute l'histoire de l'enrôlement, de la manipulation sûr. psychologique, Bien sûr. mais quand il y a un passage à l'acte, en tant que personne qui voit tout ça, qui voit les informations, on a l'impression que c'est une personne qui a choisi volontairement de faire ça. Quelque part, elle l'a choisi, oui. Elle a un libre arbitre. Hmm. Si elle n'est pas déclarée comme folle, elle a un libre arbitre. Après, il y a eu, comme tu le dis, tout un tas d'influences qu'on va retrouver dans le milieu sectaire, qu'on va retrouver dans l'armée, quand on va faire des génocides, etc., au nom de l'État, au nom ouais, c'est ça, d'une politique, des fois d'une religion. La frontière, elle est mince entre le terroriste, le génocidaire, ceux qui commanditent ces crimes. Mais c'est des gens qui sont convaincus du bien fondé de ce qu'ils font. Dans le cadre du terrorisme. Ouais, mais Ok. des génocides, Oui. de la guerre aussi. Et c'est vrai que sur l'aspect vie détruite, la dernière fois, je regardais un documentaire sur tout ce qui était plus criminalité en bande organisée, un peu les cartels en France, drogue, etc. Avec du coup des règlements de compte qui se passent avec des choses qui sont parfois absolument atroces. Et les personnes qui étaient interviewées, du coup, évidemment, en face cachée, voix modifiée. Globalement, alors est-ce que c'est parce que c'est l'angle qu'a voulu choisir le reportage, je sais pas, mais en tout cas, ça montrait vraiment que ces personnes-là, même parfois qui étaient en haut du cartel, disaient j'aimerais bien presque recommencer ma vie en fait et ne pas avoir à faire ça. Pourtant, elles continuent d'être dedans. Comment on peut expliquer ça? Après, on est dans l'escalade criminelle et quand on est dans la mafia, c'est-à-dire que c'est difficile d'en sortir quand même. La criminalité organisée, on rentre dans un système qui est extrêmement compliqué parce que qui dit sortir du système dit qu'il y a un risque qu'on dénonce des gens pour se protéger ou parce que la police en profite. C'est pas évident. Moi, j'avais travaillé un petit peu avec le service des repentis, notamment pour faire des débriefings. Maintenant, ils ont leur propre psy, mais au début, on était là en dépannage. C'est une décision qui est très lourde. Souvent, il y a un changement d'identité, changement de pays, on perd... Tu perds toute ta vie Exactement. d'avant, quoi. Alors juste avant ma petite prochaine question, je vous rappelle juste qu'on est disponible sur tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok et aussi les différentes plateformes de podcast, que ce soit Spotify ou Deezer par exemple. Donc tu as fait 18 ans dans la police. Après 18 ans dans la police, c'est quoi la plus grande idée reçue sur les criminels? Elle a rigolé à la question. Oh, je fous, tu n'as donc pas idée de ce qui t'attend. Non, je pense que l'être humain, il a besoin de scinder le monde en 2 parties, le bien, le mal On a et été puis, éduqués comme ça aussi. bien sûr. C'est très religieux d'ailleurs, C'est le vrai. bien, le mal, la rédemption, le purgatoire, le paradis. C'est bien plus complexe que ça et tous les criminels ne sont pas totalement mauvais. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans ce métier, c'est d'aller chercher leur part d'humanité, leur part... Alors, générosité, pas tous, mais il y a beaucoup de criminels qui sont très loin de ce que nous communiquent les séries et les fictions du meurtrier sanguinaire qu'avance avec son masque et qui tue au couteau, sans regret, sans rien. C'est rare. Il y a beaucoup de crimes ordinaires faits par passion, par tristesse, par souffrance. Est-ce que n'importe qui peut devenir criminel? Je pense pas n'importe qui, mais en tout cas, beaucoup d'entre nous le fantasment. C'est-à-dire le fantasme de... On a tous plus ou moins eu un moment donné, si on pouvait le faire. Il suffit de voir qu'un état de guerre dans un pays, ce que ça libère chez les gens, cette capacité à détruire quand même. Il suffit de voir un match de football Aussi. parfois, c'est fou. Ou les gens au volant. Ouais. Oui, c'est vrai. Oh là, c'est pas ça, c'est du Ça débat vient parallèle. On va se perdre si on parle là-dessus, mais parfois il y a des gens. Tu peux couper, pas faire exprès. Il y a des gens vraiment, ça m'est déjà arrivé, un jour pour une priorité à droite, 2 personnes qui sortent de la voiture et qui commencent à se taper dessus. Oui, ça libère beaucoup de pulsionnalité, la Ouais. voiture.
Pourquoi? Alors j'avais vu une théorie qui disait que c'est parce qu'on a tendance à considérer ça comme sa petite maison à soi. C'est très territoire. Et ouais, c'est ça, et Bien que sûr. du coup... Et je pense que beaucoup de gens oublient qu'on est des animaux avant tout, hein. On a une grande partie de notre cerveau qui fonctionne de façon très primitive. Toute la partie consciente, elle représente à peine 5% Ah ouais? de ce que l'on fait avec notre cerveau. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Bah sinon, ça prendrait trop de temps, on Ouais, c'est n'avancerait vrai, pas c'est vrai, si c'est on vrai, c'est vrai, réfléchissait c'est à vrai. tout. Donc on est soumis à des instincts qui sont entièrement cadrés par notre société, les valeurs, les règles, les lois, etc. Quand celles-ci s'effondrent en temps de guerre ou parce qu'on décide de devenir marginal, il n'y a plus grand-chose qui maintient ces instincts. Et donc en fait, ce qui fait qu'on se tape pas tous les uns sur les autres, c'est vraiment l'aspect éducation et sociétal qu'on a construit en fait. Oui, et en même temps, l'être humain a besoin de vivre en groupe, Ouais. donc il doit faire des efforts. On est quand même un animal social, un peu comme des Exactement. fourmis, ou des Voilà, fourmis, on elles a vivent à besoin peu de près vivre ensemble. ensemble. Seul, on ne sert à rien et on déprime. Du coup, on peut devenir violent du jour au lendemain, ou est-ce que les personnes qui du coup finissent par commettre des crimes, c'est vraiment uniquement de l'impulsion, ou est-ce qu'il y a parfois des signaux faibles où tu te dis, bah là, il y a des gens qui ont un terrain propice à commettre de la violence? Alors, il y a des gens qui ont un terrain propice parce qu'ils ils ont des problématiques qu'on va appeler, nous, en psychiatrie, des troubles comportementaux. C'est des troubles du narcissisme, par exemple, pour la psychopathie. Ça va être des troubles plus au niveau de l'émotionnel, avec la bipolarité, les états limites. Donc, une difficulté plus importante par rapport à quelqu'un de normal à réguler l'émotionnel. Donc à réguler sa capacité à accepter la frustration, son agressivité, etc. Après, il y a des gens qui commettent un crime à 40 ans, alors que rien avant n'avait prédit ça. Ça va être tout le lien aussi relationnel. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais d'aspect multifactoriel. C'est tout un trajet de vie, un trajet de déception, de frustration, de victimisation parfois, qui fait qu'à un moment donné, un individu est en rupture et passe dans ce qu'on va appeler la pensée opératoire. C'est-à-dire il n'a pas prévu de passer à l'acte, mais il est débordé par une telle émotion agressive qu'il va passer à l'acte. C'est ce qu'on soupçonne dans certains féminicides. Ils ne sont pas tous prémédités, par exemple. Certains ne sont pas prévus et c'est le débordement qui arrive. Donc, est-ce qu'on peut tous un jour passer à l'acte si on a une bonne raison de le faire qui vient faire écho à quelque chose chez nous, Ouais. Bah, après, je pense qu'on potentiellement? s'est tous déjà posé la question, est-ce que si tu choisis de tuer quelqu'un ou on tue ta mère, Par exemple. bah, Par qu'est-ce exemple. que tu fais? Mais à la limite, ceux qui ne sont pas capables de tuer m'inquiètent plus parce Ah ouais? qu'on perd notre instinct de survie. Ok, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que ça t'inquiète Parce que, plus? par exemple, si on s'intéresse aux lois, la légitime défense fait que vous êtes considéré irresponsable pénalement. Parce que vous avez défendu votre vie, donc vous avez dû tuer pour le faire. Il y a des gens qui seraient incapables de tuer pour défendre leur vie ou celle des autres. Et c'est là, en cela, où moi, je pense qu'il y a un instinct qui s'étouffe. Donc, il y a un film qui dénonce un peu ça, c'est Ne dis rien, où c'est un couple qui, alors je veux pas spoiler, mais qui nous montre que des fois, on est même incapable de défendre sa vie et celle de ses enfants. Et donc, ça montre du doigt l'incapacité progressive de l'être humain dans la société dans laquelle il vit à se défendre soi-même. Et c'est assez inquiétant. Donc finalement, être en capacité de pouvoir tuer pour des bonnes raisons, la légitime défense, c'est plutôt nécessaire à notre survie, oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un dossier que tu n'as jamais vraiment digéré? Tous les cold cases sur lesquels j'ai travaillé et qui n'ont pas été résolus hantent Ouais. mon cerveau. Maintenant, je ne peux pas faire des recherches pour creuser. J'ai donné mon avis, j'ai fait des analyses. C'est très difficile de me dire que j'aurai peut-être jamais la réponse. De savoir qui a commis tel Bah, ou bien tel sûr, crime. ouais, j'ai travaillé des mois dessus. J'ai des suspects qui apparaissent, qui semblent assez tangibles, mais je ne pourrais pas le savoir s'ils ne sont pas arrêtés, auditionnés et autres. Donc je dis toujours, c'est comme avoir lu un livre, mais auquel on aura arraché les 10 dernières pages. Ok. C'est horrible. Et est-ce que du coup, il y en a, tu te dis, ok, je suis à peu près sûr que c'est lui, je suis à peu près sûr que c'est lui, mais bon, il n'y a pas de preuve tangible pour arrêter cette Oui, personne? bien sûr, on a quelques affaires comme ça. Où tout le monde un peu autour, enfin tout le monde un peu concerné dans l'enquête se dit, on est quasi sûr que c'est lui, mais Exactement. juste on n'a pas réussi à trouver de preuves. On n'a pas réussi à trouver de preuves, ou alors il y a des auditions qui est faites. En France, c'est 48 heures. Si au bout de 48 heures,
Vous n'avez pas des aveux ou suffisamment d'éléments pour inculper la personne, il faut la relâcher. Et vous ne pouvez la réentendre que s'il y a des nouveaux éléments. T'attends d'être sûr Un avec nouveau les nouveaux témoignage, éléments. une nouvelle preuve, et c'est pas toujours facile Ouais. à trouver. Et en France, on fabrique pas des fausses preuves, généralement. Ok. Il y a d'autres pays où on fabrique des fausses preuves? Oui, j'en soupçonne quelques-uns de le faire. Ah ouais, ok. Bon, on va pas rentrer dans ces théories-là, malheureusement. Ça a été quoi le cas de ta vie? Est-ce qu'il y a eu une enquête qui a pris particulièrement du temps? Est-ce que Mhm. tu peux nous raconter ça? Oui, qui m'a pris du temps, qui m'a marqué. Très souvent, d'ailleurs, quand on me demande l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est celle que je cite, c'est l'affaire Fiona. Elle a duré plusieurs mois et elle a été importante parce que je venais tout juste d'être maman. C'est-à-dire que quand je rentre de mon congé maternité, il y a cette disparition d'enfants, une déclaration de disparition d'enfants. À l'époque, le CRVP était tout de suite mis dessus. C'est quoi Et- le CRVP? L'Office central de la répression des violences aux personnes, là où je travaillais. Et donc, c'est tout le système national qui s'active. Et très rapidement, de façon naturelle, les parents sont mis sous écoute et sont étudiés pour vérifier, parce qu'on sait que c'est souvent... Enfin non, c'est une des pistes prioritaires dans les disparitions d'enfants, c'est malheureusement les parents. Cette mère, Cécile Bourgeon, qu'on a beaucoup filmée, qui est beaucoup passée à la télé, je dois la prendre en charge d'un point de vue, alors pas psy-thérapeutique, mais je dois la rencontrer, et notamment sa petite sœur Eva, qui a 2 ans et demi, pour essayer de voir comment elles vont et puis voir ce qu'on peut en dire. Voir le lien un petit peu de cette mère avec cette petite fille. Bon, la petite fille a 2 ans et demi, il n'y a évidemment pas grand-chose à en tirer. Elle peut me parler de sa sœur, mais elle est incapable de retracer temporellement la journée au parc, la disparition de sa sœur, etc. La mère, très rapidement, m'apparaît très infantile, comme une petite fille avec une petite fille, très Ok. immature. Qu'est-ce qui te marque? Pourquoi? Dans son attitude, dans son côté où elle minaude un petit peu, il y a quelque chose comme ça qui sort d'immature et qui va se confirmer puisque les écoutes montrent effectivement une femme très immature, extrêmement attachée à son compagnon, Berkane, qui lui va s'avérer être un homme violent et d'un point de vue conjugal également. Et on a affaire à leurs écoutes. Lui est très manipulateur, il sait exactement qu'ils sont sur écoute, il lui dit de faire attention quand elle parle. Comment Dès il qu'elle sait met... qu'ils sont sur écoute? Il imagine? Lui, il est issu d'un milieu un peu délinquantiel. Il traîne un peu dans les stupes. On retrouve des stupes chez eux. Donc, je pense qu'il a un petit peu l'habitude des services de police. Il sait un petit peu comment faire, quoi dire. Ou il a beaucoup regardé les séries télé aussi. Bref, il soupçonne d'être mis sur écoute. Donc, il travaille tout son personnage comme ça au téléphone. Et elle, beaucoup plus naturelle, fait des fois des petites bourdes. Et c'est assez intéressant. Néanmoins, ce personnage m'apparaît stressé, angoissé et nouvellement maman. J'ai beaucoup de mal à imaginer que cette mère a conscience et sait que sa fille est morte. J'ai une part de moi qui résiste à ça et je me dis, ils l'ont peut-être mise à l'abri, ils l'ont peut-être envoyée dans le pays de monsieur, je ne sais plus ses origines, Mais parce qu'ils mais elle sont ne peut pas être tri- morte, c'est pas possible. Ils sont pas tristes, normalement, je sais pas, Il n'y a rien de... tu pleures quand, imaginons, ton Exactement. enfant est enlevé, tu pleures, tu es en panique Exactement. totale. Et eux n'étaient pas en panique totale. Non, et au bout de 15 jours, la mère commence à dire qu'il faut avancer et ils veulent déménager. Et ça, pour moi, c'est foudroyant d'entendre ça. Parce que moi, je m'imagine en tant que mère à dormir devant le commissariat en disant « mais vous cherchez ma fille, elle est où ?» Faire les rues. Enfin, à aucun moment, je me dis au bout de 15 jours, je vais déménager, c'est plié, on ne la retrouvera jamais. Bien sûr qu'on ne la retrouvera jamais puisqu'ils savaient qu'elle était morte. Donc j'avais beaucoup de mal à comprendre ça et à l'accepter. Ensuite, ils ont effectivement déménagé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle était enceinte. Les 2 filles, dont celle qui a disparu, étaient issues d'un premier mariage. Et elle était enceinte avec son nouveau compagnon. Et ils ont effectivement déménagé. Et lui poussait le vice jusqu'à demander des aides de l'État pour se protéger, parce qu'il y avait beaucoup les médias devant chez eux, etc. Une sorte de protection de témoins, mais ça ne marchait pas dans leur cas. Et à Perpignan, ils ont continué à être sur écoute, et il y a de plus en plus de choses qui ont émergé. Quand tu parlais de bourdes, c'est quoi des bourdes? J'en ai pas qui me viennent, mais elle était très maladroite. Elle laissait sous-entendre
qui savaient qu'ils étaient sur écoute. Ah oui, c'est vrai, tu m'as interdit de dire ça. Par exemple, ce genre de petite bourde qu'elle pouvait faire. Et toutes les conversations qu'elle avait avec sa famille, puisqu'elle avait un frère et une mère, où elle prenait beaucoup moins de précautions, justement, en disant c'est le moment pour nous de faire le deuil, etc. 15 jours, un mois, de quel deuil tu parles? Bon, bref, à un moment donné, force a été de constater que cette mère était très certainement au courant que sa fille était morte. Et donc, étant enceinte, on n'a pas pu les arrêter tout de suite. Et surtout, on n'avait pas d'éléments qui prouvaient nos soupçons. Donc, il a fallu quand même essayer de monter ce dossier. Enfin, les policiers, pas nous. Hein. Nous, l'idée, c'était d'écrire la vulnérabilité de leur personnalité pour les auditions et que des aveux puissent être amenés. Donc, à un moment donné, ce qui arrive souvent dans la police, c'est quasi du jour au lendemain où on me dit « Allez, on descend à Perpignan et garde à vue ». Ok. Toi, tu vas avec les policiers à Perpignan? Je vais avec les policiers. À cette époque-là, je n'ai pas le droit d'être dans la salle d'audition. Donc, je n'ai les images de l'audition qu'en différé, ce qui est problématique pour pouvoir aider dans la stratégie, mais j'avais quand même dépeint en amont la personnalité de cette jeune femme. Et en fait, il s'avère que les policiers ont une méthode qui peut marcher dans un duo, c'est de les mettre l'un contre l'autre. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas perçu de cette femme, c'est qu'elle était complètement dépendante affectivement de son petit ami et que pour rien au monde, elle l'aurait balancé. Mais pour rien au monde. Et toute la détresse que je percevais chez elle, tout ce stress, et quand on la voit à la télé à pleurer, ce n'est que parce qu'elle se projette dans la séparation de son compagnon, si ça vient à se savoir. En fait, sa fille, elle l'a complètement oubliée. D'autant plus facilement qu'elle en a une deuxième, et qu'en plus, elle est enceinte du troisième. Et donc, le fait de vouloir la mettre à dos et de dénoncer son compagnon, ça ne marche absolument pas. Elle se braque et elle veut quasiment plus parler. Et donc, pour avoir eu une compréhension plus fine, mais grâce au travail aussi d'investigation que j'ai fait sur sa personnalité, les écoutes, etc., je dis à mon chef de service de l'époque de conseiller les enquêteurs à partir plutôt sur le système totalement inverse. C'est-à-dire qu'elle nous dise la vérité pour protéger son compagnon. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de corps, mais on sait quasiment avec certitude que c'est lui qui l'a tué. Et donc, les jurés ou même la police peut s'imaginer des scénarios encore plus violents que ce qui s'est passé dans le réel, où on commence à tendre la perche potentiellement d'un dérapage éducatif. C'est horrible de dire ça, mais ça arrive. Tous les infanticides ne sont quand même pas prévus. Et là, c'est très certainement ce qui s'est passé. Mais on peut imaginer aussi qu'il a voulu cacher potentiellement un inceste ou des choses comme ça. Et donc, amener cette femme à protéger son mari en nous disant la vérité. Et c'est ce qu'elle finit par faire. Après, on a passé du temps, j'ai passé beaucoup de temps avec elle parce qu'il a fallu retourner sur les lieux pour trouver le corps. Et elle ne se souvenait plus où elle l'avait enterré. Et tout ce que j'avais perçu d'elle quand je vous parle de femme immature, c'est confirmé parce que dans l'avion, elle suçait son pouce. J'ai dû prendre soin d'elle aussi parce qu'elle était allaitante. Elle avait son bébé qui avait 2 mois qu'on avait laissé à sa mère. Et j'ai été la seule à penser qu'il fallait qu'elle tire son lait de femme à femme. Moi, j'allaitais pas, j'ai pas pu à l'époque, mais j'avais conscience qu'il fallait qu'elle avait besoin de ça médicalement. Enfin, donc j'ai partagé beaucoup de temps avec elle et quand elle a fini par avouer, on est sorties toutes les deux dans une petite cour intérieure. Elle a fumé une cigarette et là, elle fond en larmes. Et là, je me dis, ça y est, enfin, son instinct maternel ressort. Et en fait, ce que je vois, c'est que derrière, il y a un écran de télé et qu'on voit l'image de son compagnon avec les menottes et tout ça. Enfin bref, c'est les médias. Et c'est pour ça qu'elle pleure. Et jusqu'au bout, je me dis que je n'ai pas réussi à comprendre, en fait. Et ça a été une vraie leçon professionnelle pour moi, c'est de me dire, arrête l'identification et la projection.